Bon, j'en ai profité entre les deux parties de la vidéo pour faire une petite pause. Je prends un peu de glace. Ça fait pas de mal. Et j'en ai profité pour mettre un peu mes idées au clair parce que je pensais que ça allait être facile. Je pensais que j'allais pouvoir faire les deux vidéos à la suite. Et en réalité, j'ai eu un peu plus de difficultés que ça parce que pour dépasser la perspective que j'ai développée dans la première partie, c'est-à-dire la perspective des ribbons, ça demande quelques liaisons de concepts que j'avais pas totalement éclaircies. Ça demande de mettre tous les maillons de la chaîne ensemble, et c'était pas forcément clair dans mon esprit. D'ailleurs, cette vidéo reste expérimentale. Je rappelle que mon but, c'est d'abord d'enregistrer des choses pour moi-même, pour voir l'évolution de ma pensée, donc il est possible que je dise des choses avec lesquelles je ne sois plus forcément totalement d'accord dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. C'est une réflexion en train de se faire que vous voyez, et pas une version totalement définitive. En tout cas, il y a quelques points sur lesquels je suis à peu près certain, donc je vais essayer de les développer. Si on reprend l'idée que j'avais développée dans la première partie, c'était l'idée que la perspective gay avait jamais vraiment été prise au sérieux. Au sérieux. Elle a toujours été marginalisée, ridiculisée, ou quand elle a été prise en compte, elle a été prise en compte seulement comme un exemple et pas comme un élément central. Et j'avais dit aussi que l'auteur qui était allé le plus loin, selon moi, dans la démarche de remettre au centre la perspective gay, c'était Didier Eribon, dans les réflexions sur la question gay, qui sont parues à la fin des années 90. Et je l'avais dit, avec lui, on peut voir, premièrement, que dans la perspective gay, dans la constitution même de l'univers mental d'une personne homosexuelle, on a deux catégories fondamentales. Premièrement, la conscience d'une différence radicale, la conscience du fait que nous ne sommes pas comme les autres, on n'est pas comme les autres. Et deuxièmement, une volonté de cacher cette différence, c'est-à-dire une honte et un règne du silence et des faux-semblants. Ça, je pense que Eribon le montre bien, et que même toute personne qui a vécu ça dans sa chair sait de quoi je parle. Alors, maintenant, le problème de la description d'Eribon, c'est que je dirais que c'est une description qui est statique. C'est-à-dire, c'est une description qui pose des bonnes bases, et qui ne donne pas forcément de solution pour en sortir. Elle pose la honte comme catégorie fondamentale de l'expérience gay, mais elle ne dit pas comment on dépasse cette honte. Elle n'est pas dynamique dans le sens où elle ne va pas d'une étape à une autre pour aller vers une progression. Alors, je n'ai pas lu tout Didier Eribon, il a peut-être développé dans d'autres ouvrages des idées que je ne connais pas. Je sais que dans l'ouvrage qui suit les réflexions sur la question gay, c'est-à-dire Une morale du minoritaire, où il étudie un romancier homosexuel célèbre du XXe siècle qui s'appelle Jean Genet, dans cet ouvrage, il essaye de former la perspective d'une morale propre à l'expérience gay. Qu'est-ce que l'expérience gay peut nous apprendre? Et il analyse plus en profondeur le sentiment de honte. Mais le problème, c'est que même en lisant ce livre, je suis resté sur ma faim, parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie du sentiment de honte. Si ce n'est d'avoir une fierté de sa propre honte. Mais la fierté de sa honte, si vous voulez, c'est pas... c'est pas, selon moi, quelque chose qui va être pérenne, quelque chose qui va être productif. On reste quand même coincé dans l'idée qu'on est minoritaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle son bouquin « La morale du minoritaire ». Si on veut vraiment que la perspective gay soit prise au sérieux, il ne faut pas que ce soit une perspective du minoritaire. En tout cas, il ne faut pas que cette perspective-là se décrive comme minoritaire. En tout cas, au niveau théorique. C'est pas parce qu'elle est minoritaire au niveau sociologique, dans la société, qu'elle doit se vivre comme minoritaire de l'intérieur. Et je pense que ça, c'est une des limites de la réflexion d'Eribon.
sur la question gay. Alors, quelle solution on pourrait proposer du coup? Eh ben, je ne sais pas si c'est une sorte de synchronicité, en tout cas c'est une lecture adjacente que j'ai faite au même moment que la lecture d'Eribon, c'est-à-dire en début 2023. Donc c'est une lecture autre qui m'a mis un peu sur une piste, pour moi-même en tout cas. Cette lecture, c'est quelque chose de totalement différent, qui n'a rien à voir même avec les questions homosexuelles en général. C'est la lecture d'un bouquin de Joseph Campbell, qui est un auteur américain, spécialiste des mythes, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, je crois, attendez. Le héros aux 1001 visages. Le héros aux 1001 visages, et dans lequel cet auteur, donc c'est publié au milieu du XXe siècle à peu près, dans lequel cet auteur essaye de trouver dans tous les mythes, quelle que soit la culture, notamment les mythes de héros, une structure commune, une sorte de trame générale d'une histoire qui serait une sorte d'archétype ou de schéma général, issu en réalité de l'inconscient humain. Campbell, c'est quelqu'un qui est très influencé par Freud et la psychanalyse, et il pense qu'en fait, dans les cultures originelles, dans les mythes, c'est-à-dire avant l'époque de l'écriture de la science, avant l'époque du savoir théorique, on a l'époque des mythes, que dans les mythes, on a l'expression en fait de l'inconscient humain qui ressort et qui est toujours le même. Et il utilise cette expression de monomythe, c'est-à-dire de mythe unique, qui, selon lui, est la structure universelle qui correspond au développement de la psychologie humaine dans tous les mythes de toutes les cultures. Que ce soit le mythe d'Hercule ou d'Héraclès dans la mythologie grecque, que ce soit les mythes des héros scandinaves, que ce soit les mythes des dieux égyptiens, les mythes des dieux aztèques, et même les légendes inuites, les légendes chamaniques d'Amérique du Nord, etc., on pourrait retrouver une structure commune qui correspond à un invariant de l'inconscient humain. Alors cette structure, c'est quoi? Cette structure, c'est en général une structure en 3 temps, que sont premièrement le départ du héros, ensuite son initiation, et ensuite son retour. Le départ du héros, c'est le fait que le héros, dans le mythe, sorte du monde connu. Il vit dans un monde où il connaît tous les repères, un monde qui lui est familier, et puis il est appelé à l'aventure. Il sort de ce monde connu pour aller dans un monde inconnu, où il va subir une série d'épreuves initiatiques qui vont le faire évoluer et lui donner son statut de héros, avec une apothéose, une sorte de combat final dans lequel il va gagner son statut de héros et acquérir un don, donc ça c'est la période d'initiation, pour ensuite le ramener dans le monde connu. La 3e phase, donc on a le départ, sortie du monde connu, l'initiation, la traversée du monde inconnu, et le retour, c'est-à-dire avec ce qu'on a gagné dans le monde inconnu, avec ce qu'on a gagné dans l'initiation du héros, on revient dans la société et on éclaire la société d'un don nouveau. C'est tous les mythes où le héros ramène quelque chose qui va être bénéfique à la société, et selon Campbell, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les civilisations. Je pense que j'ai fini mes glaces. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les civilisations et qui a servi, selon lui, de modèle à toutes les grandes histoires écrites et même une structure qu'on peut retrouver dans les grands romans. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être utilisé à fond par Hollywood, puisque George Lucas était un grand lecteur de Joseph Campbell,
et que toute l'histoire de Luke Skywalker dans Star Wars suit exactement toutes les étapes développées par Campbell dans son livre. On pourrait aussi retrouver ce schéma dans la saga Harry Potter, dans la saga du Seigneur des Anneaux, etc. Donc c'est vraiment un schéma dont s'est servi à loisir et même jusqu'à l'excès Hollywood dans les années 70, 80, 90, etc. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a aussi été beaucoup remis en cause, notamment par les spécialistes de la mythologie, les anthropologues, etc. Il y a des gens qui sont beaucoup opposés à ça, mais je trouve que malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, et j'en aurais beaucoup à lui faire moi-même, c'est un schéma qui est intéressant. C'est un schéma qui est intéressant parce que, en tout cas pour moi, quand je l'ai mis en rapport avec la question de la perspective gay, quelque chose est apparu tout de suite, apparu immédiatement. C'est qu'en fait, la personne homosexuelle a, si on suit ce schéma, une prédisposition à l'héroïsme. Pourquoi je dis qu'elle a une prédisposition à l'héroïsme ? Bien parce que, si je reprends ce que j'ai dit dans la première vidéo, la personne homosexuelle se vit directement comme différente du monde qui l'entoure, dès l'enfance. Dès l'enfance, elle vit le monde qui l'entoure comme des repères qui ne lui sont pas familiers, des repères qui ne sont pas en phase avec son vécu intérieur. Et comme j'ai dit que dans le schéma de Campbell, la première phase de départ, c'est la rupture avec le monde connu, bien en fait, la personne gay, déjà dès le départ, est sur le seuil du départ du monde connu. Elle est déjà à la limite d'être éjectée de ce monde. Alors, elle a la possibilité de se cacher, de se dissimuler et de faire comme si elle appartenait à ce monde connu, mais en tout cas, en elle-même, elle a déjà la conscience qu'elle est différente du reste du monde ordinaire, de l'organisation sociale, des parents, des amis, des institutions, etc. Donc, en réalité, la personne gay, dès le départ, est dans une situation où, par son vécu intérieur, elle est poussée sur le seuil du départ du monde connu. Elle est poussée sur le seuil et va déjà aller vers un monde inconnu si elle choisit simplement d'être elle-même, simplement de s'assumer. Et donc va venir ensuite la phase d'initiation, c'est-à-dire la phase où, en sortant du monde connu, en acceptant l'aventure, on va traverser une série d'épreuves. Chez l'homosexuel, c'est assez classique, l'épreuve du coming out, l'épreuve de l'acceptation de soi-même, l'épreuve de la confrontation à la société, l'épreuve tout simplement aussi de ce qu'on pourrait appeler une misère émotionnelle, du fait qu'on a du mal à trouver des gens comme nous, des gens qui sont du mal à trouver une communauté à laquelle on appartient. Alors on trouve évidemment la communauté gay, mais on n'est pas forcément totalement en phase avec cette communauté, etc. Il y a toute une série d'épreuves qu'on pourrait appeler des initiations, en fait. Et donc, il y a directement une projection dans l'héroïsme, en fait. Une projection dans le schéma du héros. Alors, le problème maintenant de cette description dynamique de la perspective gay, c'est que généralement, elle ne va pas jusqu'au bout du trajet du héros, du voyage du héros. Elle s'arrête en chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, si je reprends l'exemple d'Eribon et de sa morale du minoritaire, le fait d'accepter qu'on est en minorité et de se battre dans la société pour être reconnu, la personne homosexuelle sort du monde connu, connaît une série d'épreuves, mais ne va pas forcément jusqu'au bout de la connaissance de soi-même, et ensuite elle revient, troisième étape du voyage du héros, départ, initiation, retour, elle revient, mais sans avoir fini son initiation. Elle revient
en n'ayant pas fini sa série d'épreuves. Et qu'est-ce que ça donne un retour sans avoir fini cette série d'épreuves? Ça donne un retour dans le monde connu où on a un statut de minoritaire. Parce qu'on n'a pas gagné ce qui, dans le schéma de Campbell, est la fin d'initiation, c'est-à-dire le don suprême. Si je reprends des histoires comme celle de Skywalker, d'Harry Potter, etc., c'est le moment où le héros acquiert soit un objet, soit un savoir, soit une sagesse, soit un pouvoir qui le rend définitivement supérieur à l'antagoniste principal, que ce soit Voldemort, Palpatine, Sauron, etc. Et je disais donc que l'homosexuel qui ne va pas jusqu'au bout du trajet du héros revient dans le monde connu sans avoir véritablement une connaissance de lui-même complète, une initiation complète de son propre statut d'héroïsme. Et d'ailleurs, il ne se revendique pas comme héros. Il a une prédisposition à l'héroïsme, mais s'il ne va pas jusqu'au bout du schéma du héros, il ne se revendique pas comme héros. Et donc, on tombe dans une situation où, au retour à la case départ, on revient dans le monde connu, et on est encore en situation de minorité, une situation où le monde connu nous réimpose ses règles, en fait, et où on est vu comme secondaire, comme quelqu'un qui certes s'assume, mais qui est toujours dans la lutte, qui est toujours dans la revendication, dans quelque chose qui n'en finit pas d'être marginalisé. Alors que quelqu'un qui, un homosexuel, une personne gay ou queer, qui va jusqu'au bout, irait jusqu'au bout du trajet du héros, se découvrirait soi-même comme héroïque. C'est-à-dire découvre à quel point elle est puissante, singulière, transformatrice. Et donc, elle n'est plus seulement quelqu'un qui est gouverné par la conscience d'une différence et la honte, mais quelqu'un qui, en réalité, a une estime de soi qui est inarrêtable, qui ne peut plus être écrasée, en fait, parce qu'elle a traversé toutes les épreuves. Je pense d'ailleurs que l'épreuve finale, l'épreuve à laquelle mène tout le trajet gay, qui est encore une fois une prédisposition à l'héroïsme, c'est l'épreuve de la spiritualité, c'est-à-dire de l'idée que je ne suis pas que mon corps, je ne suis pas que la détermination de ce que je suis comme un corps, mais que je suis aussi un esprit totalement libre de redessiner le monde, de refaire ses règles, et je ne suis pas j'ai pas un destin, en fait, un destin tracé qui me gouvernerait d'en haut. Je suis quelqu'un qui peut créer sa propre vie. Si ça, c'est le don suprême du trajet de l'héroïsme, je peux créer ma propre vie, je pose les règles d'un nouveau monde. Alors, le héros homosexuel qui finit son trajet d'initiation et qui revient dans le monde, ne revient pas sur la phase du retour sous forme d'un minoritaire, mais revient sous forme d'un innovateur, d'un éclaireur. Il revient sous la forme d'un leader, en fait, de quelqu'un qui a traversé l'inconnu, qui a traversé des épreuves, qui a acquis une certaine sagesse et qui peut enseigner maintenant. Qui peut enseigner même aux personnes qui n'ont pas son orientation sexuelle, parce que ce n'est plus seulement une question d'orientation sexuelle, c'est une question de changement radical de la vision du monde. Et là, il n'y a plus aucune honte, il n'y a plus la place pour la honte. Si tout ce que je dis est vrai, et je le crois, eh bien ça veut dire qu'en fait, le trajet de la personne gay qui va jusqu'au bout de la réalisation de soi-même, de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la découverte de qui elle est vraiment,
ce trajet doit mener à une position d'éclaireur de la société. Une position où on est en avance, non pas pour dire qu'on est supérieur ou qu'on vaut mieux, c'est pas une question de valeur, mais où on a une perspective qui est en avance sur la perspective de son temps et qui va permettre d'enclencher quelque chose de nouveau, de créer un monde connu qui sera transformé. Dans le schéma de Campbell, ça veut dire ramener le don que le héros a acquis dans le monde connu pour le transformer, pour qu'il ne soit plus le même. Alors, encore une fois, tout ce que je dis, c'est à l'état de réflexion, c'est en construction, c'est parce que j'ai fait certaines lectures qui ont résonné, j'ai vu 2 points de vue qui avaient l'air de se rapprocher, il y a plein de choses qui ne sont pas encore claires dans mon esprit, que j'ai pas encore éclairées, mais ce qui est sûr, pour moi, c'est que si on veut dépasser le sentiment de la honte, on doit aller jusqu'au bout du trajet d'amour de soi-même, jusqu'au bout du trajet de réalisation de soi-même, de connaissance de soi-même, qui est une tâche, d'ailleurs, philosophique, puisque la philosophie, c'est d'abord la connaissance de soi-même. Et on devient quelqu'un qui montre l'exemple, en fait. Quelqu'un qui montre l'exemple ne peut plus être minoritaire. C'est quelqu'un qui, en fait, devient un initiateur et un enseignant, quelqu'un qui enseigne ce que lui-même a appris à travers ses épreuves. Alors évidemment, si je voulais être exhaustif, il faudrait que je dise aussi que le schéma de Campbell pose beaucoup de problèmes. Notamment, l'un des plus gros problèmes, c'est qu'il a été écrit à une époque où les préjugés étaient encore très forts. Donc dans le livre lui-même, on sent que la possibilité d'un héros homosexuel est peau de chagrin, que même un héros féminin est pas envisagé, c'est pas du tout un livre féministe, hein. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi Hollywood a eu beaucoup de mal à mettre au centre un héros homosexuel qui véritablement fait le trajet du héros, parce que le livre de Campbell, qui est la source d'inspiration majeure de tous les schémas du héros d'Hollywood, est très influencé par Freud, comme je l'ai dit, très influencé par le freudisme, et donc encore une vision de l'homosexualité qui est datée pour le moins. Mais malgré ces réserves, on peut en tirer quelque chose, on peut en faire quelque chose, et on peut dessiner, contre le livre lui-même d'ailleurs, mais à partir de lui, mais contre lui, ce que serait le schéma d'initiation, le schéma départ, initiation, retour d'un héros gay, qui en fait serait fondamentalement un initiateur, un voleur de feu, quoi, comme Prométhée, c'est-à-dire on ramène le feu d'une région inconnue et on éclaire la société, on transforme la société à partir du feu qu'on a ramené. Je trouve ça à la fois poétique et à la fois beaucoup plus encourageant qu'une situation où la honte est une catégorie fondamentale qu'on ne peut pas dépasser. Je pense encore une fois que si on fait une phénoménologie, comme je l'ai dit dès le départ, c'est-à-dire une étude rationnelle des phénomènes, donc une phénoménologie de l'expérience gay, on doit partir de la honte, du sentiment de la différence, parce que c'est évident, mais on ne doit pas rester dans une description statique, on doit aller dans une description dynamique, où ce sentiment de honte est surmonté dans une connaissance de soi-même de plus en plus grande et la réalisation d'une prédisposition à l'héroïsme. Alors je sais que l'héroïsme c'est un terme très fort, je l'ai employé de manière
de manière stricte, de manière métaphorique, de manière... Je sais pas dans quel sens je l'ai employé dans cette vidéo. Je l'ai pris au sérieux. Ça veut pas dire évidemment que on est tous des Hercules, des Luke Skywalker ou des Frodon le Hobbit, mais ça veut dire que en soi, on a tous un potentiel, au moins dans le quotidien, à une forme d'héroïsme de soi-même, c'est-à-dire de découverte de ce qui fait l'unicité de notre être, l'unicité de ce qu'on est. Si on découvre ça, je pense que ça provoque une joie profonde. Et en tout cas beaucoup mieux qu'un sentiment de honte. Je pense que je vais vous laisser sur ça. Bonne soirée.